Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire mon bilan de lecture vu que j'ai lu mes 4 livres, plus un cinquième vu que j'ai fini Les Rois Maudits. Donc je l'ai fini le 1er mars. Je l'ai lu pendant tout mon mois de février, donc comme je vous en avais un peu parlé la dernière fois. Là maintenant je vais vous faire mon bilan en entier avec ce livre. Donc, je vous le présente, donc Les Rois Maudits de Maurice Druon. Donc, c'est un intégral aux éditions Plomb. Donc, ce livre fait 7 tomes, il fait à peu près 1300 pages. Voilà. Et donc, c'est une fresque historique, donc on est dans de l'historique pur et dur. Là, c'est à fond. Donc, on visite l'histoire de France et l'histoire d'Angleterre. Voilà. Parce que les deux, ils sont mêlés. Donc on commence cette histoire donc au Moyen-Âge sous le règne de Philippe le Bel. Voilà. C'est sa dernière année de règne et pendant sa dernière année, il va décider donc avec le pape de l'époque Clément V de tout simplement détruire l'ordre des Templiers, tout simplement. Donc il va arrêter donc tous les Templiers, donc certains Templiers vont réussir à s'enfuir, d'autres pas, dont le chef des Templiers, donc Jacques de Molay, qui lui va être tout simplement torturé et tué sur le bûcher. Voilà, il va être mis sur le bûcher et lors de son exécution, il va tout simplement maudire donc Philippe le Bel ainsi que Clément V et toutes les générations à suivre de Philippe le Bel, donc sur 13 générations, donc il va maudire toute la branche des Capétiens. Voilà. Ou toute la branche des Capétiennes. Non, toute la branche des Capétiens. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, donc Philippe le Bel va finir par mourir. Il va donner sa place donc à son fils Louis X, dit Louis le Hutin, qui lui ne va faire qu'un an de règne, tout simplement. Donc voilà, une fois décédé, ce n'est autre que son fils Jean Ier, dit Jean le Posthume, qui ne va régner que 5 jours, voilà, le jour de sa naissance, jusqu'aux 5 jours d'après, donc jusqu'à sa mort, voilà. Et donc après ça va être le second frère de Louis le Hutin, donc qui va monter sur le trône, donc Philippe V, dit Philippe le Long, si je ne me trompe pas. Donc qui va régner à peu près 17 ans, ce qui est relativement long. Il va avoir un bon règne. Et après, donc celui qui va monter sur le trône, ça sera son frère, donc le dernier fils de Philippe le Bel, Charles IV, voilà, qui va régner aussi une dizaine d'années. Et donc du coup on va suivre cette fresque historique et on va suivre aussi la fille de Philippe le Bel, Isabelle, voilà, qui elle est reine d'Angleterre, donc elle n'a pas eu trop le choix, on lui a imposé le roi Édouard II en époux, tout simplement, et donc du coup maintenant elle vit en Angleterre, elle a donné un héritier à Édouard II, qui n'est autre que son fils Édouard III, du coup. Mais on va dire qu'elle n'a pas un mari vraiment très aimant, vu que son mari va la délaisser le jour où elle lui aura donné un héritier. Il va la délaisser tout simplement pour des hommes, pour d'autres hommes. Et du coup, elle va très mal le vivre. Du coup, elle va essayer de se venger comme elle peut. Et elle va y arriver. Et donc du coup on va suivre cette fresque historique avec tous les enfants de Philippe le Bel qui vont lui succéder, et on va suivre donc l'évolution de la France, donc comment est-ce que la France va continuer à évoluer. On va suivre des trahisons, on va suivre des alliances qui vont se faire. On va suivre la guerre de 100 ans, donc qui va être la guerre entre la France et l'Angleterre, voilà, enfin pas 100 ans jour pour jour, hein, mais cette guerre qui va faire des milliers de morts au fur et à mesure de notre fresque historique. Donc voilà. Et ce que Maurice Druon a fait, c'est qu'en fait, il nous a raconté cette histoire donc en 6 tomes. Et arrivé à la fin du 6e tome, il va tout simplement
comment on peut dire, stopper son histoire, vu que tous ces personnages sont au fur et à mesure morts, soit de vieillesse, de trahison, d'empoisonnement, etc. etc. Et pour le septième tome, il a décidé de nous raconter l'histoire, mais de la bouche d'un cardinal. Tout simplement, il a donné le rôle, enfin la suite de l'histoire contée par un cardinal. Et donc du coup, c'est ce cardinal qui va nous raconter la suite de notre histoire. Et moi, on va dire que ça m'a un peu, comment dire, embêtée. Parce que au final, je n'ai pas retrouvé le style de Maurice Druon dans ce septième tome. Je n'ai pas retrouvé sa plume. Et en fait, l'histoire est devenue un peu plus longue, arrivée au dernier tome, malheureusement. Ce qui a fait que j'ai mis du temps vraiment à lire ce tome-là. Ou sinon, dans l'ensemble, j'ai bien aimé connaître l'histoire de France avec la plume de cet auteur, surtout qu'il y a beaucoup de personnages que je ne connaissais pas. Tout ce qui est dit dans ce livre, ce sont des faits pour la plupart qui ont réellement existé, même au niveau des personnages, hein, à peu près tous les personnages ont réellement existé. Il n'y en a que quelques-uns que Maurice Druon a inventé, mais voilà, et j'ai vraiment aimé suivre cette histoire. J'ai aimé connaître les coutumes de l'époque, surtout au Moyen-Âge. Hein. Ce n'était pas vraiment une époque vraiment évidente. J'ai aimé aussi connaître toutes les formes de torture qu'on pouvait, comment dire, faire aux gens qui étaient arrêtés et condamnés à mort. Donc voilà, donc on a plusieurs comment dire, sortes de tortures, l'éviscération, enfin voilà quoi, la pendaison, le coupage de tête, voilà, à l'époque c'était vraiment très, on était vraiment beaucoup plus cruel qu'à notre époque à nous, heureusement, hein, que on ne fait plus ce genre de torture là, parce que je n'aurais vraiment pas voulu vivre à cette époque là, surtout quand on était du mauvais côté de la barrière. Donc voilà, donc si vous aimez l'histoire, si vous voulez une histoire, comment dire, approfondie, et que vous aimez ça, et ben je vous le conseille. Le livre de Maurice Druon, donc Les Rois Maudits, l'intégrale aux éditions Plomb. Sinon, si vous aimez plus l'histoire mais un peu plus romancée, dans ces cas-là, je vous conseille plus les livres de Ken Follett, qui sont très très intéressants, mais un peu plus romancés que Maurice Druon, ou bien les livres de Henri Lovenbruck, qui sont aussi de très très belles histoires romancées. Voilà, donc Henri Lovenbruck, là on est plus dans du, comment dire, à l'époque révolutionnaire, voilà, donc voilà, à l'époque révolutionnaire, à l'époque de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Voilà, et surtout que Henri Lovenbruck a une très très belle plume. Donc là pour l'instant, là je vous parle de ce livre-là, donc Maurice Druon, Les Rois Maudits, l'intégrale aux éditions Plomb. Voilà. Donc en deuxième livre, j'ai décidé d'aller vers quelque chose d'un peu plus léger, quelque chose un livre que j'étais pressée de lire. Donc je me suis lancée dans le livre de Camilla Lagerberg, Des ailes d'argent, aux éditions Actes Sud, dans leur édition Actes Noir. Donc là, on va retrouver un des personnages principaux de Camilla Lagerberg, vu que c'est la suite de Cache Dorée. Donc on va retrouver notre personnage principal, qui est le personnage de Faye, qui est une femme, qui dans son premier livre, comment dire, est une femme relativement, comment dire, sous l'emprise de son mari psychologiquement, et qui va un jour vouloir se venger car son mari lui a fait à l'envers, tout simplement. Hein. Et du coup, elle va trouver une vengeance tout à fait, relativement atypique, vu que son mari va être condamné à de la prison, alors pas à vie, mais je pense à quelques années de prison pour le meurtre de sa fille, tout simplement. Et donc là, on va retrouver Faye, qui a réussi à créer son entreprise de cosmétiques. C'est une femme d'affaires hors pair, aux dents très très longues.
Mais malheureusement pour elle, elle va vite se rendre compte qu'on essaye tout simplement de lui piquer son entreprise. Et elle voudrait savoir qui est-ce qui essaye de lui piquer donc son entreprise, ses associés. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va vite comprendre qui est cette personne. Voilà, et pourquoi est-ce que cette personne en veut à Faye. Mais on va être aussi, et ça c'est ce qui a été le plus intéressant pour moi, être dans le passé de Faye, donc dans la suite du passé de Faye, et on va comprendre ce qu'elle a vécu dans son enfance, le traumatisme qu'elle a vécu entre un père relativement violent et avec son frère dans sa dans la petite ville de Fashbala. Je sais pas comment on dit, mais bon, enfin bref, donc dans son passé à elle, et on va vite comprendre comment est-ce qu'elle a vécu son enfance, le traumatisme qu'elle a vécu, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et donc on comprend pourquoi est-ce qu'elle a voulu se venger donc, de son mari, et pourquoi elle veut reprendre comment dire, sa vie en main, et moi j'ai trouvé que bah, j'ai trouvé que l'histoire était toujours aussi belle. J'aime toujours autant la plume de Camilla Lagerberg. Alors effectivement, il y a des gens qui ont critiqué son livre, enfin surtout son histoire, parce que Camilla Lagerberg a mis dans cette histoire des scènes de sexe. Bon, voilà, on a quoi, en tout 3 scènes de sexe et une scène de, comment dire, euh, de gâterie. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. 3 scènes de sexe et une scène de petite gâterie. Voilà. Mais bon, moi, personnellement, moi, ça ne m'a absolument pas gênée plus que ça. Et il y a certaines personnes aussi qui ont critiqué son livre parce qu'elle mettait en avant beaucoup de, comment dire, de marques de luxe. Donc la marque Gucci, Chanel, etc., etc. Et moi je trouve que ce n'est pas vraiment gênant non plus. Effectivement, Faye est maintenant une femme d'affaires relativement riche, vu que je crois qu'elle est milliardaire ou millionnaire, enfin bref. Voilà, elle est très très riche et quand elle s'habille, voilà, elle met des habits de marque sur elle, ce qui est logique. Moi je ferais pareil hein, si j'étais elle. Donc voilà, donc Camilla Lagerberg note les différentes marques de luxe qu'elle met sur elle, que ça soit en vêtements, chaussures ou en sac. Moi je trouve que ça ne m'a pas plus gêné que ça d'apprendre les marques qu'elle mettait dans son livre. Voilà, ni les scènes de sexe, je trouve que c'est pas non plus gênant pour la lecture. Moi je me suis régalée avec ce livre, j'aime toujours autant la plume de cet auteur, j'aime comment elle met en avant le rôle des femmes dans la société, comment ces femmes arrivent à, comment dire, pas à rabaisser les hommes, mais à comment elles arrivent à gérer leur vie, comment elles arrivent à devenir en très très peu de temps des femmes d'affaires hors pair, comment elles arrivent à créer leur entreprise et à essayer de la tenir à flot. Voilà, j'ai adoré retrouver les amis de Faye et tout son univers. Donc j'ai vraiment très très hâte de voir le 3e tome de Camilla Lagerberg. En attendant, je vous conseille vraiment ce livre. Donc Camilla Lagerberg, Des ailes d'argent aux éditions Actes Sud, dans leur édition Actes Noir ou le contraire, je ne sais jamais. Donc voilà, donc si vous avez aimé La Cage Dorée, vous aimerez sûrement la suite de cet auteur. Voilà. Donc après ça, je me suis lancée dans une saga familiale. Voilà. Donc je me suis lancée dans la lecture des 7 ou 8 morts de Stella Fortuna aux éditions Presse de la Cité par l'auteur Juliette Graham. Voilà, donc là on est dans un premier temps dans une saga familiale. Donc on va être dans les années 1900, on est presque au début de la Première Guerre mondiale. On va être en Italie, en Calabre plus précisément. Voilà, donc on va être dans un premier temps avec la mère de Stella Fortuna, qui est une jeune fille donc assez âgée pour son époque. Hein. Elle a une vingtaine d'années, mais elle n'a toujours pas, comment dire, euh, de fiancé, de compagnon de route. Et elle n'a toujours pas d'enfant. Et à l'époque, c'était un peu mal vu d'être jeune et de ne toujours pas avoir à son âge de mari et d'enfant. Donc du coup, on va un peu lui forcer la main en choisissant pour elle donc l'homme qui va devenir le père de ses enfants et son mari.
Et donc du coup elle va être un petit peu mariée de force, voilà, et elle va avoir des enfants donc avec cet homme. Et malheureusement ça va être les prémices de la Première Guerre mondiale. Son mari va partir à la guerre et il va malheureusement revenir 4 ans après, complètement fracassé. Ça ne va plus du tout être le même homme qu'elle a connu au début de leur relation. Voilà, ça va devenir un mari violent, un mari toujours relativement en colère, qui n'est pas content de sa vie qu'il a en Calabre. Donc du coup, il va abandonner femme et enfants et il va aller faire sa vie en Amérique sans leur donner de nouvelles, tout simplement. Voilà. Donc du coup, la mère de Stella Fortuna va élever ses enfants toute seule et ses enfants vont devoir donc vivre sans père. Voilà, et ils vont devoir travailler pour essayer pour que la famille puisse continuer à vivre et à se nourrir tout simplement. Heureusement là-bas, on va dire qu'il y a de l'entraide. Tout le monde s'entraide là-bas, donc la vie est relativement belle. Voilà. Et donc du coup vous vous dites mais pourquoi les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna? Et ben je vais vous l'expliquer. Tout simplement parce que la première fille de la mère de Stella est décédée, tout simplement. On l'apprend très très rapidement dans le livre, hein, je ne vous le spoil pas. La mère de Stella va avoir un enfant et ça va être une petite fille et elle va l'appeler exactement de la même façon que la première Stella. Donc elle va l'appeler Stella, donc ça va être Stella 2, hein, on va dire ça comme ça. Et c'est cette Stella-là qui va avoir, comment dire, des petits incidents qui vont lui arriver dans la vie et ces incidents vont, comment dire, vont être plus ou moins graves et à chaque fois elle va réchapper à la mort. C'est pour ça qu'on dit les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna. Voilà, tout simplement. Et Stella Fortuna déteste son père, tout simplement. Et quand son père part en Amérique refaire sa vie, elle est contente. Elle est contente de n'être qu'avec sa mère, sa sœur et puis ses autres frères. Voilà, tout simplement. Sauf qu'à un moment donné, le père va revenir pour continuer à faire des enfants à sa femme, en fait. Il ne fait que ça. C'est ce genre de père-là, voilà, qui fait des enfants à sa femme. Et il va repartir donc en Amérique quelques années après. Et un jour, la maman de Stella va recevoir un courrier. Son mari va lui demander de venir de quitter tout simplement la Calabre et de venir vivre en Amérique avec lui et les enfants. Stella ne va pas du tout être heureuse, elle ne va pas vouloir, mais elle n'aura pas le choix. Voilà, on ne va pas lui donner le choix, donc elle va aller en Amérique, donc avec sa mère, ses frères et sœurs, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, toute sa vie va changer, vu qu'on va, comment dire, l'obliger, en gros, à se marier et à avoir des enfants. Sauf que le problème, c'est que Stella est une femme relativement indépendante. Elle ne veut pas de mari, elle ne veut pas d'enfants. Vu comment elle voit sa mère malheureuse dans son mariage, qu'elle voit que son père est quelqu'un de très très violent, de très très dur. Du coup, elle ne veut pas avoir la vie de sa mère, voilà, tout simplement. Mais elle ne va pas vraiment avoir le choix. Et on va dire que sa vie va relativement changer mais en bien. Moi, je trouve que, franchement, dans cette histoire-là, je trouve que à un moment donné, Stella m'a un peu énervée parce que elle va se trouver un bon mari. Moi, je trouve que son mari est très très gentil avec elle. Et évidemment, il va lui donner des enfants, ce qui est logique. Mais à partir d'un moment donné, elle va se faire tout simplement à sa vie en Amérique avec son mari et ses enfants. Et moi, j'ai trouvé que cette histoire était vraiment très très belle. Voilà, j'ai vraiment apprécié cette lecture. Alors au début j'ai vraiment eu du mal avec le style de l'auteur, j'ai eu du mal par rapport à l'histoire, j'avais du mal à me mettre dedans. Et au final, au fur et à mesure que j'ai appris à connaître les personnages, leurs différents caractères, je me suis mise à apprécier vraiment l'écriture et les personnages et toute cette histoire. Et j'ai fini par apprécier ce livre, tout simplement. Voilà, donc si vous avez envie de lire cette saga familiale. Allez-y, lancez-vous. Vous aurez peut-être du mal au début, mais après, vous verrez, vous trouverez tous les personnages sympathiques, même le père. Euh,
même si pour moi personnellement le père est toujours détestable du début jusqu'à la fin, mais bon, ça nous fait une petite histoire quand même. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que j'ai apprécié ma lecture, je vais essayer de m'en sortir comme j'ai pu. Donc voilà, donc les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna aux presses de la cité de Juliette Graham. Et aussi, petite parenthèse, j'ai adoré cette belle couverture, voilà. Avec les olives, tout ça, le côté vert, marron, j'aime beaucoup, voilà. Donc, et en dernier, avant-dernier livre, voilà. Donc j'ai lu Guylain Gilberti, Le Sacre des Impies, aux éditions Cosmopolis. Donc c'est un thriller, c'est le 3e tome de la saga Sa Majesté des Ombres et les Anges de Babylone. Donc dans cette saga, on va retrouver l'organisation Borderline et on va plonger dans un passé présent. Donc dans le passé, on va être en 1995. Donc on va retrouver donc nos protagonistes Faust, Séverine et tous les 7 autres personnes de l'organisation Borderline. Voilà, donc on va essayer de comprendre leur passé, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'ils se sont connus, comment est-ce qu'ils ont fait pour créer donc leur organisation de narcotrafiquants. Voilà, donc on va essayer de comprendre la relation qu'ils ont avec leurs parents, enfin tous les traumatismes qu'ils ont subis durant leur jeunesse. Et on va être aussi en 2011 où on va retrouver donc Cécile Sanchez qui elle normalement à la base devrait continuer à pourchasser donc l'organisation Borderline, sauf qu'il va se passer un drame dans sa vie qui va faire qu'elle ne va plus vouloir en entendre parler, sauf que elle ne va pas avoir d'autre choix que de continuer à les pourchasser, vu qu'il n'y a qu'elle, à mon avis, qui puisse les arrêter, vu qu'elle arrive un tant soit peu à se mettre dans leur tête et à comprendre où ils veulent en venir. Voilà, donc on va essayer de comprendre un petit peu cette histoire et puis la fin de cette histoire. Donc tout ça pour vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'aime toujours autant la plume de Guylain Gilberti. Et la fin est juste grandiose, voilà, on est à la fin de notre saga. Alors je ne sais pas du tout s'il y aura une suite ou si c'est vraiment le dernier tome. En tout cas, la fin nous laisse présager peut-être pas une suite, mais quelque chose d'autre. Alors après, je sais pas du tout ce que l'auteur veut faire. Mais en tout cas, moi j'aimerais bien retrouver tous ces personnages-là. Voilà, de cette saga. Tout ça pour vous dire que mon coup de cœur restera pour Sa Majesté des Ombres, le premier tome. J'ai vraiment apprécié donc Les Anges de Babylone et Le Sacre des Impies, mais mon vrai coup de cœur, ça sera pour le premier tome. Voilà. Donc Guylain Gilberti, Le Sacre des Impies, aux éditions Cosmopolis. Et j'ai oublié de prendre mon dernier livre que j'ai lu. Hop. Vu que j'ai lu en dernier livre Daniel Steele, Leurs promesses, aux éditions Succès du livre. Voilà. Donc c'est le dernier tome, le dernier livre de Daniel Steele que j'ai lu. Tout simplement parce que j'ai fini tous les livres de Daniel Steele que mon ami m'avait prêté. Donc dans celui-là, comment vous dire que j'ai eu du mal à apprécier, l'histoire. Voilà. Alors ça m'a un peu moins intéressé que les autres, tout simplement parce que j'ai trouvé que cette histoire était un peu plus à l'eau de rose que les autres histoires. Voilà, j'étais moins dedans. Bon, l'histoire est intéressante, mais bon, sans plus quoi. Voilà. Donc je vais vous la raconter. On est avec deux jeunes personnes, donc on est avec Michael et Nancy, qui sont deux jeunes gens. Donc Michael est un étudiant qui vient de terminer ses études. Voilà, il a eu son diplôme d'architecte. Voilà, parce qu'il veut faire des études, il a voulu faire des études d'architecte. Vu que sa mère a une entreprise, une grosse entreprise familiale, il veut continuer à la perpétrer. Donc du coup, il veut travailler dans l'entreprise de sa mère.
Et Nancy, elle, est une artiste peintre, voilà, et ils sont amoureux. Voilà, le seul hic qu'il y a, c'est que la mère de Michael n'aime absolument pas Nancy. Voilà, il ne peut pas l'avoir en peinture, c'est une mère poule, et elle veut absolument que son fils se plonge dans le métier d'architecte. Elle veut absolument que son fils continue à perpétrer la tradition. Voilà, elle veut elle veut qu'il prenne sa place au final, hein, voilà, qu'il devienne le grand PDG de l'entreprise familiale. Sauf que Michael est amoureux et que voilà, il veut vraiment fonder une famille avec Nancy, il veut se marier, avoir des enfants, etc. Tout en continuant à travailler dans l'entreprise, bien évidemment. Sauf que malheureusement, un jour ils vont avoir un accident de voiture, un accident relativement grave, vu que Nancy va être complètement défigurée et que Michael va tomber tout simplement dans le coma. Donc du coup, la mère de Michael va trouver un stratagème, elle va aller dans la chambre de Nancy et elle va lui proposer un marché. Elle va lui dire voilà, je vous paye votre opération de chirurgie esthétique pour vous refaire le visage, sauf que en contrepartie, vous ne verrez plus jamais Michael. Voilà, vous le laisserez tranquille. Je ne veux plus du tout que vous soyez en contact avec mon fils. Nancy va accepter, elle va partir, il me semble que c'est à San Francisco pour se faire refaire le visage. Michael, lui, va se réveiller de son coma. Et la mère de Michael va tout simplement lui mentir en disant voilà, Nancy est décédée, tu ne la reverras plus jamais. Voilà. Sauf que bien évidemment c'est faux, vu que Nancy donc, est à San Francisco en train de se faire refaire le visage, tout simplement. Sauf que ce qu'on sait, c'est que Nancy et Michael, avant leur accident, se sont fait une promesse. C'est que ils se sont promis que quoi qu'il leur arrive dans la vie, ils arriveraient toujours à se retrouver. Voilà, tout simplement. Et on va vite se rendre compte que malgré leur séparation, Nancy pense toujours à Michael, elle est toujours amoureuse de lui, elle n'arrive pas à refaire sa vie. Voilà, elle a toujours des sentiments pour Michael, elle l'aime vraiment profondément, c'est l'homme de sa vie. Et Michael, lui, pareil de son côté, lui, il n'arrive pas du tout à se remettre de la mort de Nancy. Et il n'arrive pas, tout simplement pas, à refaire sa vie. Du coup, il se plonge dans le travail corps et âme. Sauf que la mère, voyant que son fils n'arrive pas à se remettre de la fausse mort de Nancy, va finir par tout simplement avouer à son fils que Nancy n'est pas morte. Et ils vont au final réussir à se retrouver. Et bien évidemment, la mort va triompher, hein, vous vous en doutez. Donc voilà un petit peu l'histoire. Bon, bien sûr, il se passe des petits rebondissements dans cette histoire, hein, bien évidemment. Donc voilà, bon. L'histoire en elle-même, ça va, mais moi je l'ai trouvé un peu plus à l'eau de rose que les autres livres que j'ai lus de Danielle Steele. Voilà. Donc j'ai bien aimé, mais pas trop non plus, quoi. Je m'attendais un petit peu à autre chose. Donc voilà, donc Danielle Steele, Leur promesse, aux éditions Succès du livre. Donc voilà, mon bilan lecture donc est fini. Donc maintenant je vais vous parler de mes prochaines lectures. Donc en prochaine lecture, donc j'ai fini le livre Les sorcières de Pendle aux éditions Michel Lafon de Stacey Halls. Voilà, que je vous parlerai lors de mon prochain bilan lecture. Je suis en train de lire Les Chevaliers d'Antares, le tome 11 Alliance aux éditions Michel Lafon. Donc vous voyez, je l'ai bientôt terminé. Voilà, je vous en parlerai à mon prochain bilan lecture. Je vais aussi lire Le mystère de la main rouge de Henri Lovenbruck aux éditions XO Éditions. Voilà, que je n'ai pas encore commencé mais que j'ai l'intention de commencer aujourd'hui. Et je vais lire une pavasse. Donc je vais lire Outlander de Diana Gabaldon. Le tome 5, La Croix de Feu. Voilà. Donc il fait 1500 pages, c'est une petite bricasse. Donc je vais le commencer à mon avis ce mois-ci, si j'arrive à finir Henri Lovenbruck avant la fin du mois. Hein. Bon,
je présage rien, mais bon, on sait jamais. Vu que je lis assez relativement vite et que les histoires en ce moment me plaisent, j'arriverai peut-être à l'entamer ce mois-ci pour le finir au mois d'avril à mon avis. Donc voilà. Donc voilà donc pour mes prochaines lectures, voilà pour mon bilan lecture. Donc j'espère que vous avez de très bonnes lectures. J'espère que tout va bien par chez vous, hein. J'espère que vos lectures sont excellentes. Voilà. Donc moi je vous dis donc à la prochaine pour un prochain bilan lecture. Je vous souhaite une bonne semaine, hein, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.